Mariam, est-ce Comment que tu dis ça Ouais. parce qu'on sait ce qu'est devenu politiquement aussi Marjane Satrapi. ensuite, Franchement, le non. printemps républicain. Moi, je la connaissais Est-ce que- pas. Alors, Non, est-ce moi, qu'il y a franchement, je la quelqu'un connaissais pas. Des elle, dessins. en tant que telle. Alors, qui veut Ouais. faire un petit parce que quand même c'est quand même important ce Des qu'elle est dessins, devenue. des dessins. Tout à l'heure, tu te rappelles, Mariam, on en parlait. On parlait de la façon dont elle dessine les femmes en tchador. Oui, bah c'est. Ça, il y a quand même quelque chose qui est précis. Elle les Regardez. dessine un peu comme des serpents maléfiques, parce qu'en gros, dans le film, Oui. et tu disais tout à l'heure, c'est aussi le point de vue d'une fillette, on va dire, dans le film, même si elle grandit au fur et à mesure de l'histoire. Mais quand on passe, et c'est assez brutal, hein, mais je pense que c'est l'objectif aussi du film pour choquer un peu, quand on passe vraiment au régime de la République islamique, en fait, dans le film, il y a elle et sa famille qui sont, on va dire, progressistes, un peu des rebelles et tout. Et tous les autres personnages, que ce soit les profs, les policiers, tout le monde, bon, c'est surtout les appareils d'État, hein, bien Oui. sûr. Mais tous les autres personnages, du coup, tous les autres Iraniens du film sont vraiment dans le fanatisme religieux le plus rigoriste et le plus extrême, voire même caricatural. On voit plein de scènes où il y a plein de gros mots, où ils se font insulter, où elle aussi, elle insulte. Il y a un côté très provoque là-dedans. Et c'est vrai que les personnages, c'est vraiment les barbus et les voilés maléfiques, quoi. On va pas se mentir, c'est vraiment ça. Il y a aussi un autre sujet, je voulais en parler, mais ça m'a tellement déçu que c'est terrible. Est-ce que tu as entendu ce qui se passe pour les Iraniennes est-ce que tu es au courant des accords de la soumission des États-Unis face à l'Iran, en fait? Et donc, du fait que les Iraniens sortent perdants encore une fois et leur régime dictatorial, colonialiste, en sort quand même gagnant de tout ce conflit qui a tué des milliers d'Iraniens, des milliers de Libanais aussi, beaucoup de morts, pour rien. Pour rien. C'est fini. Donc tous ceux qui sont sortis sont fichés. Et tous ceux qui ont été arrêtés et massacrés, leurs cheveux sont fondus. Par exemple, les douaniers arméniens ont arrêté une grande... Attention concernant cette information. J'ai fait mes petites recherches. C'est pas quelque chose qui est directement lié. Ce n'est pas directement lié à ce qui s'est passé en Iran ces quelques derniers mois. C'est une pratique qui existait déjà parce que, vu la situation économique de ce pays, beaucoup de femmes vendaient leurs cheveux. Ça aussi, il faut le dire. Mais ça aussi, c'est l'effet de l'islam. C'est-à-dire que les mollahs, quand ils vous disent que... Et d'ailleurs, il y a plein de discours de mollahs que vous pouvez aller écouter. Quand ils disent que l'Iran, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'islam. L'Iran, c'est pas leur problème. Voilà. Donc, apprendre avec des pincettes cette histoire de cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. C'est bizarre quand même que depuis janvier, une Américaine qui produit des perruques avait déclaré que la plupart des perruques qu'elle recevait ces derniers temps venaient toutes de l'Iran. Donc, il y a quand même des liens. Bon, après, c'est dénoncé par Femme Azadi. Et moi, je fais confiance à ce collectif, puisque c'est celui qui parle pour moi au nom du peuple et pas au nom du régime dictatorial qui a empêché justement son peuple de s'exprimer en lui coupant Internet pendant des mois depuis janvier afin de massacrer en silence. Donc, Oui, c'est vrai. j'y crois au vu de mes connaissances déjà sur le sujet. Oui, mais aussi, cette pratique, elle date pas d'il y a quelques mois. Ça fait des années que ça dure, cette histoire de cheveux vendus, que ça passe par l'Arménie, etc., pour arriver en Occident, pour des raisons économiques. Donc, c'est pas forcément que des cheveux prélevés sur des cadavres, sachant qu'aussi les cheveux prélevés sur des cadavres dans beaucoup de pays d'Asie, comme l'Inde, le Pakistan, etc. Les pays les plus pauvres, en fait. Enfin, les plus pauvres. Certaines régions qui sont complètement délaissées, surtout. Voilà, en tout cas, de toute façon, Trump les a lâchés. Il leur a vendu du rêve. Sortez, défendez-vous. Puis ensuite, il les a lâchés. Et en parlant des Iraniennes, je voulais aussi, pour finir peut-être, pas en beauté, mais en air,
les FDP de PDH qui se révèlent de toute façon comme toujours négationnistes de tout ce que les Iraniennes vivent et ont vécu et de tout ce qu'elles vivent, en critiquant qui? Même Marjane Satrapi, qui est plutôt de gauche, a toujours exprimé des pensées de gauche. Évidemment, elle est dans l'artistique, donc si t'es artiste et que tu te dis de droite, t'es foutu. Mais écoutez ce qu'on dit sur elle, c'est parole d'honneur, c'est PDH, c'est des indigénistes purs. Juste, ils n'ont pas le nom, mais ils ont le discours et l'action. Tu veux dire parole de déshonneur, ouais. C'est ce qui est devenu. Comment? Tu veux dire parole de déshonneur, oui. En effet, PDD. Voilà, plutôt que Politiquement PDH. aussi, Marjane Mariam, Elle est morte, quoi. Tu te rends compte? Les barbus et les... En plus, elle parle réellement de son enfance, de ce qu'elle a vécu auprès de la police des mœurs. Et il la traite après sa mort de raciste. Écoute bien. ça, parce que c'est ce qui est devenu politiquement aussi Marjane ensuite. Le printemps républicain. Moi, je la connaissais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Le printemps républicain, c'est raciste. C'est-à-dire que le racisme, franchement, il commence très tôt. Le printemps républicain, c'est quand même ceux qui ont décoré une femme voilée qui est la mère de Ahmed Mlabet ou que sais-je, Latifa Imziatan. Tu te rends compte? Genre, c'est pas le plus radical des partis laïques qu'elle considère comme d'extrême droite. Attendez. Déjà. Le printemps républicain. Moi, je la connaissais pas. Alors, est-ce qu'il y a politiquement aussi Marjane ensuite? Franchement, le printemps républicain. Moi, je la connaissais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, qui veut faire un petit... c'est quand même important ce qu'elle est devenue. Tout à l'heure, je me rappelle, Maria, on en parlait. On parlait de la façon dont elle dessine les femmes en tchador. Ça, il y a quand même quelque chose qui est précis. Elle dessine un peu. La façon dont elle dessine les femmes en tchador. Vous voulez qu'elle les dessine quoi? Mignonnes? Elles sont méchantes dans sa vision d'enfant. Elles sont méchantes. Comme des serpents maléfiques, parce qu'en gros, dans le film, et tu disais tout à l'heure, c'est le point de vue d'une fillette, on va dire, dans le film, même si elle grandit au fur et à mesure de l'histoire. Mais quand on passe, c'est assez brutal, mais je pense que c'est obligé aussi du film pour choquer un peu, quand on passe vraiment au régime de la République islamique, en fait, dans le film, il y a elle et sa famille qui sont, on va dire, progressistes, un peu des rebelles et tout. Et tous les autres personnages, que ce soit les profs, les policiers, tout le monde, c'est surtout les appareils d'État, bien sûr. Mais tous les autres personnages, du coup, tous les autres Iraniens du film sont vraiment dans le fanatisme religieux le plus rigoriste et le... Mais oui, connaissent, quand tu vis sous un pouvoir islamique, en fait, tu fais semblant. Même si, à l'intérieur, tu vis autrement, devant les autres, tu fais semblant. Mais ces gens-là sont ignorants. De quel droit osent-elles prétendre que, en fait, cette information, c'est bizarre, elle a peint tous les méchants, c'est des voilés, tous les autres comme des fanatiques. En fait, il y avait que sa famille qui était, en gros, c'est une minorité. Ceux qui contestent le régime, c'est ça qu'on veut dire. Ceux qui contestent le régime iranien sont une minorité. C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est un mensonge. Quand on les tue tous les jours par milliers, il est évident que ça devienne une minorité sur le territoire. Par contre, ils sont des millions dans la diaspora qui attendent en vain de rentrer chez eux. Le plus extrême, voire même caricatural. On voit plein de scènes où il y a plein de gros mots, où ils sont insultés, où aussi elle insulte. Il y a un côté très provoque là-dedans. Et c'est vrai que les personnages, c'est vraiment les barbus et les voilés maléfiques, quoi. On va pas se mentir, c'est vraiment ça. Voilà. Tu te rends compte? Après ça, elle est morte. Tu vois, elle a réalisé la BD Persépolis, qui a donné suite à un film qui a été primé. Elle raconte sa vie, elle raconte la vie des Iraniennes après l'accession au pouvoir de Khomeini. Ben non, elle est raciste. Voilà. Je te ferai remarquer que la petite jeune avec la voix qui monte dans les aigus, elle la connaît pas, elle l'a dit elle-même. Et d'ailleurs, quand tu poses la question de quel droit, mais bien sûr qu'elle a le droit de parler comme ça, le droit de la petite bourgeoise blanche née dans un pays libre. Donc voilà le droit qu'elle a, elle, que n'ont pas les femmes qu'a connues
cette Iranienne, tout simplement. Donc ils sont là à dire des incongruités juste pour ramener. Le but c'est de la discussion, c'est mettre en place leur idéologie. C'est tout, les quelques mots clés qu'ils ont à la bouche, qu'ils essayent d'en faire des phrases intelligibles, mais ça tourne en rond comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Et il y a une autre vidéo aussi, la même personne qui parle d'elle, soi-disant, elle doit avoir une compétence particulière pour juger apparemment des BD et des films. Polémique sur le média, parole d'honneur, une intervenante fustige le film Persépolis de Marjane Satrapi qui raconte son enfance en Iran pendant la révolution. Même ton récit de vie, ils veulent te le changer, ces gens. C'est son récit de vie. C'est son récit de vie. Valoriser voilà ce qu'elle dit. Valoriser le fait de se dévoiler, c'est un peu raciste. On voit ça comme un truc islamophobe. Écoutez. À l'époque, c'est vraiment les carcans de la libération. Mais en vérité, quand tu regardes le film, il est très lisible dans le sens où c'est vraiment les carcans classiques de ce que, en plus, c'est un peu daté aujourd'hui, parce que le fait de se dévoiler, par exemple, aujourd'hui, ça fait un peu raciste, quoi, de valoriser le fait de se dévoiler, on voit ça comme un truc islamophobe. Mais à l'époque, c'est vraiment les carcans de la libération de la femme, d'une femme du Sud. Et l'autre, comment te dire? Valoriser quelqu'un, une fille qui enlève le voile, c'est islamophobe. Are you aware? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va, la critique d'islamophobie? Et après, si tu as le temps et l'énergie, on peut écouter une définition de l'islamophobie telle que présentée par des humanistes avec un grand Z. C'est la même que celle de l'ONU. Laissez-moi rire. Personne l'accepte. Personne n'accepte la définition d'islamophobie de l'ONU de toute façon. Donc, on reprend. Séparation de la femme d'une femme du Sud. Donc, une Iranienne obligée de porter le voile qui a réussi artistiquement par une BD, par un film, est raciste pour ses collabos. Ou ennemis directs, hein. C'est même pas des collabos, c'est des ennemis directs eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être collabos, c'est avec eux que la gauche LFI collabo. Elle va lire des auteurs français, elle va écouter de la musique, elle va écouter de la musique, elle va s'intéresser à la culture occidentale, elle va se dévoiler, le rapport au voile. Tu vois, on va rejeter, elle est en train de stigmatiser son désir d'occidentaliser, d'être occidentalisé. Peut-être c'est la vie de ses parents, peut-être que c'est son père qui regardait des films français, qui lisait des livres français. Bien sûr, on va pas nier l'histoire de la littérature française. Elle veut pas la nier de son histoire. Comme moi, j'ai connu l'opéra avec mon père dans la voiture, même si il est pas né dans une famille, il est juste tombé par hasard dans un opéra et il a été émerveillé, c'est tout. Et j'imagine, c'était à Montpellier. Tu te rends compte? Oh merde. C'est incroyable. Mon père m'avait dit, jeune, il s'est retrouvé à l'opéra de Montpellier, dans le sud. Et c'est là où il a aimé. Et il a même pas payé son billet, il est rentré gratuitement, il a aimé l'opéra, quoi. Voilà. Incroyable. Comme quoi, l'art, la littérature, c'est sans frontières. Ça n'a rien à voir avec... Tu vois, j'aimais pas quand j'étais petite. Pour moi, c'était ennuyeux de l'écouter dans la voiture. Quand on avait de longues routes à faire, ça, si on allait au Maroc ou à Alger, quoi, bah, toute la route, c'était ça. Voilà, ça me faisait dormir. Mais je me rends compte, adulte, de l'apport de cette musique. Et donc, ça t'as une Taspé qui a grandi dans la culture occidentale et qui reproche à une jeune qui a sûrement entendu son père écouter un tel ou un tel. Bien sûr, mon père n'écoutait pas que de l'opéra, il écoutait la musique égyptienne, Abdelhalim Hafez, si tu veux, Faylouz, il avait tous ces disques-là, quoi. Enfin, Julio, Mireille Mathieu, Khalid L'Attache, Ahmed Harachi, enfin, tout ça, quoi. Ces gens-là, enfin, admirer la musique, c'est être occidental, quoi. Occidentalisé, c'est incroyable. Elle montre une enfant, mais elle montre son enfance. Inspirez-vous de son enfance.
accepter son enfance, en fait. C'est ce qu'elle a vécu. Oui, c'est pas cohérent. Oui, comment un enfant comme mon père qui n'a jamais été à l'école peut-il aimer l'opéra? Va savoir. Mais oui, ça se fait pas. Il est né orphelin, il a commencé à bosser à 6 ans, et puis un jour il tombe, en passant par une ville, il tombe sur un opéra qui l'a émerveillé, puis depuis il a aimé l'opéra. C'est pas son père, c'est pas son grand-père, c'est ça. Et donc si aujourd'hui je dis que j'aime l'opéra, bah on va me dire, ah bah oui, toi t'es une bourgeoise, hein. Non, non. Ça peut arriver, les parcours improbables, ça arrive. Donc, de quel droit tu viens juger en fait le parcours de Marjane Satrapi, quoi? Elle raconte sa vie et on la juge sur sa vie. Etc. Donc c'est très, en vérité, je trouve que c'est très caricatural, c'est très normé en fait. C'est vraiment les normes qu'on connaît en Occident de la liberté. C'est sorti quand, en fait? C'est vraiment les normes. C'est sorti quand? Quand Méluche disait déjà que le voile était de l'obscurantisme. Donc voilà. Et il y a la génération féministe, quoi. Et ouais, mais même dans sa version la plus normée, voilà, c'est très normé. Il y a rien en décalage. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans sa trajectoire à elle, c'était quand même elle a juste trouvé sa liberté. C'était critiquable parce que dans ce Persépolis, elle a plus critiqué le chat que, même si bien sûr elle critique les mœurs imposées par le nouveau régime, mais étant issue d'une famille communiste, elle a aussi beaucoup critiqué la chute, enfin pas la chute du chat, mais on a parlé comme quelque chose de bien, quoi, positivement. Liberté. Et t'as une rien, elle est rien. Je sais pas comment elle s'appelle, pas de nom. En mimant un petit peu les normes occidentales, les normes du progressisme. Tu vois, mime. Ça c'est méprisant. Elle mime. Comme si elle pouvait pas avoir une construction sociale, individuelle, issue de son éducation, de son environnement, quelle musique elle écoutait autour d'elle, quel film regardait ses parents quand elle était petite. Tout ça, ça nous construit quand on se leurre pas. Et puis, ce qu'elle raconte de son histoire, donc le récit qu'elle retient pour cette connasse, c'est pas, bon, je retire. C'est peut-être pas une connasse, c'est juste un con, une con. C'est mimer l'esprit occidental, en fait. C'est ça, son choix de vie. C'est honteux. Et je donne un exemple, c'est une BD, ça parle de liberté artistique. Elle, dans le film, elle montre le fait qu'elle va aimer les musiques américaines et tout. Mais par exemple, il n'y a rien sur, je sais pas moi, l'art iranien. Un truc tout bête, mais... Tu vois? Pourquoi tu l'as pas dit quand elle était vivante, espèce de lâche? D'où il n'y a rien sur l'art iranien? Elle parle d'une vie de jeune fille, en fait. C'est son angle d'attaque. Comment elle a été toute petite obligée à porter le voile, comment la société a changé, et comment elle a lutté pour garder une vie aussi fun, en tout cas, que celle d'avant. Non. Il y a d'autres films elle a fait d'autres films, en fait. C'est incroyable, ces gens. On peut lire son parcours. On peut pas la juger sur un film. Ou alors juste parce que dans ce film, elle dénonce le voile obligatoire, que ça devient raciste. C'est incroyable. C'est elle, je pense, qui a fait le film sur Marie Curie, si je me trompe pas. Les meilleurs BD et films de l'autrice. Ouais, LDC. Bon, donc je rappelle, Marjane Satrapi est l'auteur de la BD qui a inspiré le film Persépolis, très, très connu, primé au Festival de Cannes. Donc les meilleurs BD et films de l'autrice franco-iranienne. Donc Marjane Satrapi nous a quitté ce jeudi 4 juin à l'âge de 56 ans. Très jeune. Évidemment, ça pose question. Elle laisse derrière elle un héritage culturel important, composé des bandes dessinées incontournables et de films marquants. Ah là là, Macron. Lapsus. Une plume s'en est allée. Marjane Satrapi a décidé le jeudi 4 juin, à l'âge de 56 ans. Écoute comment elle est morte. De tristesse, quoi. Calmée de tristesse. Un peu plus d'un an après le décès de
Mathias Ripa, son mari, est l'amour de sa vie, a déclaré ses proches dans un communiqué à l'AFP. Oui, Tristesse, tu parles. ça s'appelle le cœur brisé. Et voilà, le cœur il lâche parce que l'amour de sa vie est parti dans l'au-delà ou je ne sais où. Et le rêve d'un Iran libéré de ce régime n'était plus possible, quoi. Ah oui. C'est honteux. Tu sais, ces femmes-là qui sont sur le plateau, elles sont quoi, à peu près trentenaires. Elles ne connaissent rien à l'histoire, elles connaissent rien au Moyen-Orient, ni à la culture de ces pays-là. Et elles n'arrivent pas à imaginer que dans les années 70, c'est vrai que toute la planète, tout le monde a vibré sur la musique de James Brown. Il n'y avait pas besoin d'être américain pour avoir eu à danser sur des musiques comme ça ou sur des musiques même plus évocatives que la musique de Marvin Gaye. Je pense que ça a été une époque où les gens, les humains, partageaient en tout cas ce plaisir, se reconnaissaient à travers des musiques ou des films ou à travers la mode. Et ça ne posait aucun problème, ni au Moyen-Orient, qui est pourtant musulman, mais il y a eu ces périodes où il y a eu une espèce d'accalmie, parce que toutes les guerres se terminaient, la guerre du Vietnam est terminée, il y avait encore des pays qui n'étaient pas encore libérés, mais n'empêche que les gens se retrouvaient et se reconnaissaient à travers le cinéma, la musique, la mode, et peu importe sur quelle partie de la planète, ça ne posait aucun problème. D'ailleurs, ce qu'elles ne savent pas, c'est que dans ces pays-là, les femmes qui sont habillées comme n'importe quelle Française de la même époque, on disait bien d'elles des civilisées. Celle qui portait le voile, t'as la femme qui portait le voile, et puis celle qui s'habillait à l'occidental. Et même les gens utilisent l'expression civilisée. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà tout ce qu'elle a créé. Puis aujourd'hui, tu as des teubés, des dhimmis, ou des Français qui ont une attitude paternaliste d'ailleurs envers les Franco-Iraniens, les Franco-Algériens. Comme moi, je tombe très souvent sur eux, qui soit ils te méprisent, soit ils te méprisent, quoi. Donc rappelons un peu c'est ce qu'elle a apporté en fait à l'humanité comme art. Qui permet de la rendre en fait éternelle. Vous pouvez la tuer plusieurs fois, même après sa mort. Je parle de paroles d'honneur qui osent faire des rencontres, que ce soit avant ou après, hein, quoi qu'il en soit, vous attaquez une Iranienne qui lutte contre un régime qui finalement ne peut pas tomber en fait. Donc c'est la lutte pour rien, c'est la lutte la plus fatigante. Et je pense pas que les Iraniennes ont besoin d'autant de lâcheté qui s'exprime aussi librement par des gens qui se prétendent être humanistes en fait, qui dénoncent soi-disant l'extrême droite. Vous êtes ce que vous dénoncez. Donc Marjane Satrapi, alors évidemment, elle a publié, c'était quand Persépolis, attendez, c'était 2000. Donc, elle a exilé en France à l'âge de 14 ans. Elle rencontre le succès au début des années 2000 grâce à sa bande dessinée autobiographique Persépolis, composée de 4 volumes dans laquelle elle raconte son enfance en Iran lors de la révolution islamiste. En quoi elle est raciste? Est-ce qu'elle a menti? Présenter la police des mœurs comme méchante, c'est tout à fait normal quand t'es une petite fille. De quel droit, vous, FDP, en fait, parole d'honneur, de quel droit vous osez juger son récit de vie? Donc, ces BD et ces films. Donc, après avoir publié en 2000 Persépolis, qui est devenu un film qui a été récompensé par les jurys. Donc, elle a écrit
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle faisait une nouvelle fois de son pays natal le théâtre de 2 BD. Donc 2 BD encore sur son pays, broderie et poulet aux prunes. Elle se tourne ensuite vers le cinéma et s'essaie à la réalisation en 2017. Elle adapte son livre en film d'animation, Persepolis, est présentée au Festival de Cannes et remporte le prix du jury. Son deuxième long métrage adapté de Poulet aux prunes est lui tourné en prise de vue réelle avec Mathieu Amalric et Golshifteh Farahani. 4 autres suivront: La bande des Jotas, 2013, The Voice, 2014, Radioactive, voilà, c'est celui-là que j'ai vu d'elle, il est très bien, ça parle de Marie Curie, 2019 avec Rosamund Pike et Paris 2024 avec Monica Bellucci. Donc c'est une grande réalisatrice. Et là, t'as la gauche qui est en train de la salir. Vous vous rendez compte? Même après sa mort, ces gens-là n'ont honte de rien. Et t'as des humanistes avec un grand Z au début qui appellent à voter LFI, quoi. Écoutez, pour qui ces Canadiens et Norvégiens appellent à voter? Suivez mon regard. Tu veux intervenir, KNB, ou tu t'endors? Non, je m'endors pas. Quand je m'endors, je coupe. Oui, donc... Bonsoir, Framboise. Si vous voulez monter, discuter, n'hésitez pas. Vas-y, KNB. Non, vas-y, toi. J'ai le nez qui bouché. J'ai cru que j'avais fermé mon micro. Mais... donc voilà, je disais juste un peu comment cette gauche essaie de détruire en fait une élite qui a lutté. Je rappelle que le président, même si on a tous milité pour une intervention américaine, je suis dans l'obligation d'admettre que en fait le président américain s'est couché et le régime iranien est ressorti plus fort qu'il ne l'a été avant la guerre. C'est le résumé, disons, rapide de ce qui se passe en Iran. Je pense très fort aux Iraniennes. Je sais même pas comment elles peuvent être les Iraniennes de la diaspora, et encore moins comment peuvent être celles de l'intérieur qui ont montré leur visage, qui ont lutté et qui se retrouvent aujourd'hui victimes de représailles terribles. À cause de quoi? À cause de ces Occidentaux qui n'assument pas leurs responsabilités, qui appellent le peuple à sortir, à lutter, puis qui le laissent face à une dictature qui est indestructible. Tout à l'heure, voilà, ça l'avait dit. C'était très intéressant. Si vous voulez, on écoute. Si tu veux, on écoute. Pour finir, ça m'a fait penser à ça. Enfin, le problème, c'est que quand l'islam arrive au pouvoir, c'est très difficile de le destituer. C'est même impossible. Donc la meilleure des luttes, c'est la lutte pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Et pour l'empêcher d'arriver au pouvoir, il faut lutter contre ces communistes type le Merdivri, les humanistes avec un grand Z au début, qui se prétendent humanistes, qui viennent donner des leçons depuis leur pays étranger aux Français en leur disant de voter LFI sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que c'est que le parti LFI, le parti de la division, de la haine, du chaos. Voilà, c'est tout. Parce que je crois que je suis poète quelque part. Parce que je crois que je... Donc là, c'est Bonhomme Social, évidemment. Vous connaissez l'histoire. Il est sorti, puis plein de problèmes. On a fait Vous pouvez aller voir ma play en podcast ou une sélection, en tout cas de toutes les vidéos que j'ai faites sur lui, où on a parlé de toutes les étapes depuis son arrestation jusqu'à sa libération, où j'ai arrêté de parler de lui parce que pour moi c'était plus utile.
Mais là, il était invité Face à l'info, c'était intéressant comment il s'adresse aux Algériens. Donc on va l'écouter. Je suis poète quelque part. En tout cas, j'aime ça. C'était quand j'étais jeune, presque on faisait des concours d'apprentissage de la poésie. Genre, je connaissais des milliers de poèmes. Je les ai tous perdus maintenant. Mais c'était une époque où la vie était poétique. Mais là, avec des gars qui sont en détresse, Ouais, mais moi, il y a des pages merveilleuses, je peux pas les lire. Mais le poème que vous faites en collégial, c'est incroyable. Ouais, bah oui, c'était un jeu en fait. Il faut s'occuper. C'est que voilà, quand vous rentrez en prison, on va dire la première semaine, vous êtes encore vous-même marque face à une institution, etc. Dans des conditions extrêmement difficiles. Vous cherchez vos marques, vous essayez de vous installer dans cette nouvelle vie. Et puis il se passe quelque chose à votre insu. Au bout d'un mois, 2 mois, vous avez perdu votre identité, vous êtes un prisonnier. 46 mois, c'était prisonnier 46 611. Box numéro 18B. Et là, on est pris dans on a oublié sa vie antérieure, pour le moment. Mais on s'invente une vie. Et voilà, mais en moi, il y a des choses qui sont remontées, c'était la poésie, ce goût de la poésie. C'est de regarder la vie pas avec la raison, pas avec son corps, mais avec quelque chose, qui est la poésie. Ah, bon, c'est pas le passage que je voulais montrer, mais c'est surtout le message qu'il disait aux Algériens. Mais vous avez choisi ce pays, allez jusqu'au bout. Sinon, pourquoi vous l'avez choisi? Bon, sur ce, je pense que je vais arrêter là. Je commence à fatiguer, à saturer. Je pense qu'on a traité de plusieurs sujets. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire, Kanbe, ou le concombre. Ah, juste, c'est toujours malheureux cette bourgeoisie de gauche, qui a vécu dans l'opulence des pays occidentaux, avec tout le confort, l'électricité, l'eau courante, les soins, qui a connu la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, et qui critique les gens qui ont vraiment vécu dans la misère, quoi, dans la misère et sous des régimes totalitaires. C'est fou. Ça me surprendra toujours. Oui, mais il faut passer à l'étape de la lutte. Faut plus être juste surpris. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'être sidéré, puis de se dire, ouais, mais c'est des gens qui font tellement n'importe quoi et qu'ils arriveront jamais au pouvoir. Je pense pas que ça soit la bonne attitude. Il faut toujours dénoncer ce qui ne va pas, les mensonges, les fake news, parce que c'est des champions aussi. Sur ce, mes amis de TikTok, pas nombreux, peut-être de YouTube au moment de la rediffusion, je vous dis bonne nuit ou bonjour ou bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous allez regarder, mais pour ceux d'aujourd'hui, bonne nuit. À très bientôt pour un autre sujet ou d'autres sujets. Kanbe, toujours pas de mots? Je suis en état de... Je savourais les mots de Boualem Sansal quand il a parlé de la poésie. Oui, ça paraît tellement incongru après tout ce qu'on vient d'écouter. Oui, il faut lutter, il faut continuer à dénoncer, chacun à son niveau, même si c'est un petit niveau avec une voix qui porte pas loin, mais c'est déjà ça. Mais de toutes les façons, je pense que tout ce qui a été fait jusque-là depuis 2023, je vous rappelle quand même, c'est une année importante puisque on a vu une accélération de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui après le 7 octobre 2023. Les choses ont accéléré, les choses changent et en même temps, j'ai, comme peut-être beaucoup qui ne se disent pas défaitistes, un espoir, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là, Parole d'honneur, toutes les plateformes financées par l'argent public, bien sûr, LFI, j'ai l'impression qu'ils sont en train de creuser leur tombe, c'est tout. Moi, je vois comme ça, tellement ils sont partis loin. Et j'espère que les gens soient assez éveillés pour se rendre compte que c'est le chaos. LFI plus l'islam, c'est le chaos. Voilà, c'est mon dernier mot. Et c'est de l'islamo-gauchisme. Voilà.
Bon, bonne nuit à tous. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous rappelle que ce live a été fait là on est le 16, le 15, entre le 15 et le 16 juin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Touda n'a pas tout dit et à me retrouver sur TikTok avec le compte Tout d'abord et sur X avec Touda, bref, c'est. Et ben voilà, j'ai tout dit. Prenez soin de vous et à la prochaine. Mariam, est-ce Comment que tu dis ça Ouais. parce qu'on sait ce qu'est devenu politiquement aussi Marjane ensuite? Franchement, Le non. printemps républicain. Moi, je la connaissais Est-ce que- pas. Alors, Non, est-ce moi, qu'il y a franchement, je la quelqu'un connaissais pas. Des Elle, dessins. en tant que telle. Alors, qui veut Ouais. faire un petit parce que c'est quand même important ce Des qu'elle est dessins, des devenue. dessins. Tout à l'heure, tu te rappelles, Mariam, on en parlait. On parlait de la façon dont elle dessine les femmes en tchador. Oui, bah c'est. Ça, il y a quand même quelque chose qui est précis. Elle les Regardez. dessine un peu comme des serpents maléfiques parce qu'en gros dans le film, Oui. et c'est, tu disais tout à l'heure, c'est aussi le point de vue d'une fillette, on va dire dans le film, même si elle grandit au fur et à mesure de l'histoire. Mais quand on passe, et c'est assez brutal, hein, mais je pense que c'est l'objectif aussi du film pour choquer un peu, quand on passe vraiment au régime de la République islamique. En fait, dans le film, il y a elle et sa famille qui sont, on va dire, progressistes, un peu des rebelles et tout. Et tous les autres personnages, que ce soit les profs, les policiers, tout le monde. Ah, bon, c'est surtout les appareils d'État, hein, bien Oui. sûr. Mais tous les autres personnages, du coup, tous les autres Iraniens du film sont vraiment dans le fanatisme religieux le plus rigoriste et le plus extrême, voire même caricatural. On voit plein de scènes où il y a plein de gros mots, où ils se font insulter, où elle aussi, elle insulte. Il y a un côté très provoque là-dedans. Et c'est vrai que les personnages, c'est vraiment les barbus et les voilés maléfiques, quoi. On va pas se mentir, c'est vraiment ça. Je fais surtout cette vidéo pour remercier Sophia Aram pour la réponse qu'elle a faite à Sandrine Rousseau. Alors, ce message s'adresse à Sandrine Rousseau. Madame Rousseau, donc il y a 2 années de ça, un peu plus, on a fait notre premier rassemblement, Place de la République, pour la révolution Femmes, Vie, Liberté. Cette révolution a commencé pour un voile mal porté. Et il y a des dizaines de milliers de jeunes filles qui ont été arrêtées, violentées, des dizaines de milliers de gens qui ont été emprisonnés. Vous avez pris la parole, nous étions 6 femmes et tout le monde vous a hué parce que quelques jours auparavant, vous aviez annoncé le voile et l'embellissement de la femme. Vous êtes allés derrière ça pendant 1 semaine, tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. Nous étions 6 femmes, dont moi-même, la directrice Amnesty International, entre autres. Nous avons toutes applaudi, sauf vous. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Et vous continuez à l'être. Vous faites quand même un tweet dans lequel vous comparez la situation des filles de mon pays qui, pour enlever leur voile, elles se font arrêter, elles se font violer, elles se font torturer, elles se font emprisonner pendant des années et des années, qui se font violer et jeter du 10e étage, à la situation de la jeune fille ici en France qui décide de se voiler pour une raison qui m'échappe complètement, parce que je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de d'émancipation, que ça devient réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Donc la première fois, j'ai pas voulu vous répondre, mais ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. Merci. L'œuvre de Marjane Satrapi, ciblée par l'ultra-gauche décoloniale. Quelques semaines à peine après la disparition de l'autrice franco-iranienne de Persépolis, certains médias et comptes militants se sont empressés de relire son œuvre à travers une grille idéologique biaisée, avec des accusations de paternalisme, d'islamophobie et de propagande impérialiste. La façon dont elle dessine
Les femmes en tchador. Elle les dessine un peu comme des serpents maléfiques. Le fait de se dévoiler, par exemple, aujourd'hui, ça fait un peu raciste. Valoriser le fait de se dévoiler, on voit ça comme un truc islamophobe. Un procès profondément malhonnête, car Persépolis n'est ni un fantasme occidental sur l'Iran, ni une caricature de l'islam politique. C'est d'abord une œuvre autobiographique, l'histoire d'une petite fille qui a grandi au moment où les mollahs prenaient le pouvoir en Iran, qui a vu sa famille persécutée, les opposants écrasés et les femmes perdre année après année leurs droits les plus fondamentaux. Des accusations contre Marjane Satrapi qui tournent donc à une forme de révisionnisme historique, d'autant plus que l'autrice n'a jamais défendu l'interdiction générale du voile, mais le droit des femmes à choisir. Plus inquiétant encore, la rhétorique utilisée par ces nouveaux détracteurs de Marjane Satrapi semblait jusqu'à présent réservée aux fondamentalistes islamistes. Rappelons en effet que Persépolis avait été censuré par le régime des mollahs iraniens et le Hezbollah libanais. Ce qui était hier le vocabulaire des censeurs obscurantistes devient donc aujourd'hui celui d'une partie de l'extrême gauche occidentale qui finit par protéger les fondamentalistes plutôt que leurs victimes.
Alors, je continue les citations. Les islamistes de tout poil partagent la volonté absurde d'effacer les effets de l'influence blanche. Si c'est pas du racisme, On va s'arrêter là. on désigne une couleur et donc on constate qu'elle a que trop influencé les racisés, ceux qui s'appellent racisés, et on en fait comme on se nettoie, écoute ça c'est très important, comme on se nettoie d'une souillure. Je te laisse commenter. Ouais, ceux qui ont écrit cette phrase, ce sont des musulmans. Salman Sayed insiste sur le fait que toute transformation culturelle n'est que le résultat d'une défaite géopolitique. Ok, monsieur Salman, je ne sais quoi, doesn't matter, ça n'a aucune importance. Sayed, c'est une pointure du colonialisme, de l'idéologie décoloniale, enfin la théorie plutôt, pardon de le dire. Hein. Monsieur Salman, Salman Sayed ou pas Sayed ou esclave, ça m'intéresse pas de savoir quel est ton statut. C'est très simple parce que si tu utilises le mot, c'est le fait de, enfin là il fait référence à une supposée suprématie blanche. C'est ça l'idée, c'est ça? C'est l'occidentalisation, il faut se dépouiller de toute marque d'occidentalisation en fait, blanche. Alors, regardez-moi bien comment ces menteurs essayent de faire croire aux Occidentaux que l'islam ne prônait pas la suprématie des Blancs, la suprématie des Blancs des Qurayshites. Essayez, si parmi vous ferez l'expérience de dire que Mohammed n'est pas blanc, vous risquez gros selon le fiqh islamique, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, puisque dans la biographie du prophète, il a été vraiment décrit en détail sur sa blancheur. Sur sa blancheur. Les Arabes ne sont pas basanés. Enlevez cette idée de votre tête. Vous savez ce que vous allez faire comme expérience quand vous aurez le temps? Vous tapez le nom d'Arabes qui sont, donc je rappelle, les seuls véritables pays arabes, Émirats Arabes Unis, Dubaï, Arabie Saoudite, bien sûr. Je pense qu'on peut rajouter un petit peu le Koweït. Il y a 5 ou 6 véritables, les pays du Golfe, Khalij. C'est tout, les pays arabes. Et vous allez regarder, tapez n'importe quel mot, actualité, pays arabes, soirée, vous tapez les mots clés, soirée, fête, et vous allez voir la tête des Arabes dans images. Vous allez voir que les Arabes sont blancs. On est en Asie. Cette région, c'est l'Asie. Les Arabes sont blancs. Mohammed est décrit comme un homme blanc. L'islam condamne les musulmans qui osent dire que Mohammed n'est pas blanc. C'est pas KMB qui le dit, c'est la jurisprudence islamique. Et ça, vous l'entendrez sur aucun compte TikTok de ceux qui, soi-disant, critiquent les apologètes de l'islam. Il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple. Parce que vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal. Alors, devant ces inepties, il faut dire qu'aucune voix sérieuse dans le monde arabe ne s'est élevée pour défendre la cause des Noirs. Parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Évidemment, dans un tel contexte, l'opinion de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance faisait autorité et finissait même par être adoptée par la plupart des nations arabo-musulmanes. Ce qui explique donc que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptés. Et ce qui explique aujourd'hui que le résultat est qu'ils ont disparu en Turquie, en Iran,
au Yémen, et j'ai pu vérifier qu'on en trouvait très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Et on voit aujourd'hui encore ce génocide, il faut surtout ne pas trop en parler, et surtout il ne faut pas choquer le monde musulman. Ils vont jamais vous dire ça. Mais bon, vous faites l'expérience par vous-même. Donc, cette phrase utilisée par ce monsieur, c'est de vous faire oublier que les véritables suprémacistes sont issus de la culture islamique. Et on voit très bien comment les Pakistanais, les Philippins, les Bangladeshis sont traités dans les pays que j'ai cités. Il y a des vidéos, il y a des images, il y a des articles. Allez vérifier par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Voilà, c'est tout. Bon, je rappelle qu'il fait quand même, he is the founding editor of Reorient, the Journal of Critical Muslim Studies. Muslim Studies, d'autres livres. Fundamental Fear, la peur du fondamentalisme. Non, mais tu veux quoi? Tu veux qu'on n'ait pas peur du fondamentalisme? Non, mais on va effacer les livres de Ibn Taymiyyah. Renommer le califat. On va effacer les livres de l'Utaymin. On va effacer décolonisation et l'ordre mondial, mais incroyable. Khomeini and the decolonization of the political. Oui, critical, ça, c'est un chapitre dans un livre, Cambridge University Press, 2014. Ça, c'est sur Wikipédia, hein, ça fiche. Il y a ses publications, mais en tout cas, décolonialisme à fond la caisse. Postcolonialisme. Oui, Khomeini. Ces études pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Khomeini, sur l'Iran? J'ai jamais été convaincue. Du coup, je vais noter. Je vais juste chercher le Recalling the Caliphate. Il dit qu'il est traduit en arabe, en turc, mais pas en français. Bien sûr. Voilà, décolonisation. Voilà, le califat, c'est bien. Décoloniser les mots, quoi. Non, c'est mais bien ça, hein, recalling the Caliphate, ça veut dire quoi? Il faut pas que je me trompe de traduction. Recalling the Caliphate, c'est se rappeler. C'est le rappel du calife. C'est le rappel du calife. Se rappeler. Recalling something. C'est se souvenir du califat. Mais on n'a pas besoin de se souvenir. Du calife. Ouais, l'histoire se déroule. Ça reste positif, c'est pas négatif. C'est pas dénoncer le califat que je sache. Ah non, c'est pas dénoncer parce que vous savez, celui qui se rêve en calife aujourd'hui, c'est Erdogan. Je vous rappelle que la Turquie, c'est Byzance, c'est le pays des chrétiens. C'est un pays qui a été volé par l'islam, par les Ottomans. Donc arrêtez de vouloir nous faire passer des pilules périmées depuis tellement longtemps. Réveillez-vous. Mais un jour viendra votre tour aussi, vous serez remis à votre place, la place que vous méritez, c'est-à-dire la poubelle et les méandres de l'histoire. Vous voulez tout réécrire, écrire l'histoire, essayer de transformer tous les mots. Daraba, c'est pas frapper, c'est pas frapper. Mariage des plaisirs, c'est pas prostitution. Mariage des enfants. Oui, vous avez tout un lexique que nous maîtrisons, mais on continuera à mettre des coups de pied dans toute cette fourmilière qui a une seule place, c'est la poubelle de l'histoire, c'est tout. Elle n'a rien à faire dans nos sociétés, ni dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais ça reste des sujets d'étude, et c'est tout. Pas des sujets à mettre en pratique sur le terrain. Non. Never. C'est tout le problème, c'est que c'est pour ça que les Tony, les Jacques Le Fou vivent en théorie. Pour eux, il y a que de la théorie. Faut pas regarder le réel. Le réel, ça colle pas. En fait, ça colle pas. Il faut que toutes les réponses correspondent à ma théorie, à ma méthodologie. Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Faut très bien aboutir à une méthodologie qui est faillible et justement reconnaître cette faille est déjà
une attitude humble à avoir au lieu de se croire parfait en rhétorique. D'ailleurs, lui, il est spécialiste en rhétorique, hein, monsieur, monsieur Khomeini, et lutte contre le colonialisme, mais bien sûr. Comme si le Mais Khomeini attends, mais ça, c'est les discours que colportait. Oui, tu as raison, concombre, le concombre, quand tu dis novlangue islamique. C'est vrai, il faut aussi leur accoler ce mot. C'est de la novlangue, effectivement. Khomeini, quand il parle de l'Iran, et pas que lui, parce que tous les autres mots-là qui ont suivi, ils ont toujours été clairs. Mais vous êtes en Occident, on vous donne la possibilité vous avez la possibilité de vous exprimer parce que vous êtes dans des pays libres, encore libres, pas sous occupation du calife. Quand Khomeini et les mollahs parlent de l'Iran, ils ont été clairs. Ils le disent, on n'en a rien à cirer de l'Iran. Ce qui compte pour nous, c'est l'islam. Parce que l'islam, c'est leur seul moyen de subsistance. Opprimer les peuples, comme les peuples iraniens, un peuple très ancien. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, que la plupart, ils en ont rien à cirer de l'islam. Parce qu'ils sont chiites, déjà, à la base, en Iran, mais ils en ont rien à foutre de la religion. Et les sunnis considèrent les chiites comme des kofars, des mécréants. Et tu fais bien de parler des Iraniens. Des mécréants. Et tu fais bien de parler des Iraniens pour écouter cette connasse de FDP, de PDH, qui parle de Marjane Satrapi, s'il te plaît, de Persépolis. Tu as vu cette vidéo passer? J'étais oui, je l'ai vu. Cette connasse qui n'a... Vas-y. Une petite jeune, là, la petite jeune, la brunette, là. Tu sais que j'ai appris. J'en peux plus, en fait, ces femmes-là. Elles ont aucun honneur. Il y a des gens sur X qui font un travail extraordinaire. Il y a, tu vois, elle apparaît sous un nom bien français. Il s'avère qu'au fait, elle s'appelle Abdullah. Enfin, Abdullah, t'as compris. Oui, mais Milouda, comme dirait l'autre. Oui, voilà, moi, Abdoul et Abdullah. Pourquoi elle ment sur son prénom? Faut pas mentir. Mais ça fait Moi, pas. même un pseudo, je l'ai choisi, j'aurais pu choisir un franco-français, mais c'est venu dans la discussion. Ça allait bien avec Toudana Patoudiste. C'est ça, en fait. Non, mais en fait, ces gens-là, ils ont quelque part honte de ce qu'ils sont. Et pour mieux tromper l'ennemi, ils vont prendre des prénoms français, bien chrétiens. Et après, tu creuses, tu sais, ils oublient qu'ils ont des pages LinkedIn. Ils oublient qu'ils ont une photo. Et puis, tu sais, c'est très facile après avoir, ah bon, tu t'appelles comme ça, mais pourquoi tu caches ton prénom? Ou tu caches ton véritable nom? Ok, je comprends l'idée d'avoir un pseudonyme. Nous-mêmes, nous utilisons des pseudonymes, là, parce qu'on veut rester anonyme. On n'est pas en quête de célébrité, on s'en fiche de la célébrité. Ce qui compte pour nous, c'est la vérité. C'est pas la célébrité, c'est la vérité. C'est deux choses différentes. Cette nana en question, j'ai vu après son CV, puis ces gens, ils mentent sur des diplômes qu'ils n'ont pas. Mais ils ont honte de rien. Donc après, mais vas-y, dis-nous, lis des sources. Il faut la démonter. Pendant que je l'écoute, cherche-moi des sources pour me dire, déjà, polémique sur le média Parole d'honneur, une intervenante fustige le film Persépolis de Marjane Satrapi, une ignorante totale, qui raconte son enfance en Iran pendant la révolution islamique. Et pour les simplistes de TikTok, je parle pas à YouTube, je parle pas à X. Hein. TikTok, je vous le dis, hein, comme dirait Paria, je vous le dis, hein, c'est abusé, c'est trop simpliste. C'est blanc ou noir. Donc, alors que Marjane Satrapi, qui vient de mourir à plus de 50 ans, en plus, je me rappelle très bien, je l'avais même critiqué, Marjane Satrapi, parce que elle critiquait aussi à un moment, parce que elle aussi, elle s'est alliée avec l'extrême gauche, puisque elle était dans la création de films. Évidemment, quand t'es artiste, évidemment, si t'es de droite, t'es excommunié, et donc il vaut mieux montrer patte blanche. Donc, elle était même pas dans la position je
lutte contre le voile ou pour l'interdiction. Non, elle était contre le régime des mollahs, contre le voile imposé. Et pour moi, le voile est toujours imposé, que ce soit en France ou ailleurs. Pour moi, c'est toujours imposé. Pour elle, non, c'était en Iran que c'était imposé. Tu vois, même si elle avait fait juste un petit peu de recherche, elle aurait trouvé cette information. Et elle n'aurait pas jugé comme elle la juge. Sauf que je pense que Marjane Satrapi s'est réveillée à un moment, puisque ça, c'était dans sa jeunesse, qu'elle avait cette position humaniste, si tu veux, de je déteste le voile, mais elle s'est rendue compte que lorsque Sandrine Rousseau a voulu s'approprier le combat des Iraniennes, alors que en même temps qu'elle disait que le voile était un embellissement. Ces gens, ils veulent que tu défendes le voile, que tu l'embellisses de tes mots. C'est ça qu'ils te demandent. Sans honte. Voilà ce qu'elle dit. Une morveuse. Je m'arrête là. On l'écoute et de toute façon, sa parole la décrit très bien. Le film, il est très lisible dans le sens où c'est vraiment les carcans classiques de... Tu vois, le film, c'est vraiment le carcan classique. Le film, il est classique. Ça parle d'une révolution de 1980. C'est pas 1700, tu vois. Révolution de 79 dont tu connais rien. T'es gavé d'idéologie décoloniale. C'est tout. C'est pour ça que ces sujets, on n'est même pas hors sujet là. En passant ça, je suis même pas hors sujet. On peut dater aujourd'hui, parce que le fait de se dévoiler, par exemple, aujourd'hui, ça fait un peu raciste, quoi, de valoriser le fait de se dévoiler. Et on voit ça comme un truc islamophobe. Mais valoriser le fait de se dévoiler, on va voir ça comme un truc islamophobe. Bah, va te voiler. Va te voiler, t'es islamophobe. Pourquoi t'es pas voilé? T'es islamophobe. Pourquoi elle ne se voile pas? Je vous parle d'une meuf qui n'est pas voilée, qui cherche de la lumière. Ça, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Ceux-là qui viennent, je montre mon visage et je défends le voile. Tose et le doigt dans le cul. Raoudo. Voilà. La vraie position de résistance, c'est abat le voile. C'est tout. C'est vraiment les carcans de la libération de la femme, d'une femme du Sud. C'est ça, parce que cette gauche-là, c'est une gauche négationniste. Écoutez le négationnisme. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est du négationnisme. Parce que je vous ai dit du doigt, la main, le bras, puis tout. Je garde mon doigt. Elle va lire des auteurs français. Elle va écouter... Elle va lire les auteurs français. Ben, elle lui reproche d'avoir aimé la culture, dont la littérature, la musique, l'art français. Est-ce que c'est mal? Mais c'est ça le décolonial. L'idéologie décoloniale, c'est ça. Il faut déblanchiser. C'est ça. Elle est victime d'une blanchité. Une blanchité de l'amour de l'art, de la danse. D'ailleurs, il paraît, j'ai vu un post sur elle qui disait qu'elle avait fait de la danse. Marjane Satrapi, quand elle était petite, elle avait pas le droit à la danse, en fait. Je vais pas dire connasse, mais j'ai très envie de le dire, en fait. La musique, elle va écouter la musique, elle va s'intéresser à la culture occidentale, elle va se dévoiler, le rapport au voile, etc. Donc c'est très, en vérité, je trouve que c'est très caricatural. Tu vois, pendant que combien de milliers de femmes sont mortes, sans parler de celles qu'on a vues dans les médias, hein. Je parle des milliers qui sont mortes depuis janvier, et pas que des femmes. Regarde comment elle en parle. C'est ça la banalisation du mal. Non, la banalité, pardon. Mais pour moi, ça, c'est la banalisation. Il y a la banalité de Hannah Arendt, elle concerne ceux qui étaient aux manettes, mais réellement, pas forcément avec leur tête, mais avec j'obéis à un ordre, sans en connaître les conséquences. Là, c'est pire que la banalité du mal. Elle banalise un mal qu'elle ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer ce que vivent les Afghanes, ce que vivent les Iraniennes, ce que vivent les femmes dans les quartiers. On ne peut pas, parce qu'on a une amie qui milite, qui, d'ailleurs, dans le livre de Chantal Durudier, pour ne pas écorcher son nom, elle parle de beaucoup de ces jeunes, si tu veux, qui cherchent
un sentiment d'appartenance et qui retrouve dans ses formations, souvent chapeautées par Tariq Ramadan d'ailleurs, hein, mais au moment où elle a fait l'enquête, cet auteur, je crois qu'il était en garde à vue pour quelque chose, en tout cas, bref. Donc il n'a pas pu être là. Mais je sais pas pourquoi je suis partie sur Tariq Ramadan, mais en tout cas, Tariq Ramadan a donné beaucoup de conférences dans le cadre des études décoloniales. Pour vous donner un peu une idée, et l'idée de la rhétorique, tu vois, il faut gagner, il faut la question de l'humain, tout ça c'est du discours ramadanesque pur. C'est pour ça que je le combats, que je m'oppose à lui. Venir me dire que c'est moi qui lui donne raison, c'est mentir et hanter. Mensonge et hanté. C'est faux. C'est vraiment les faux, je lui donne pas raison. De la liberté. Et il y a une voilà. Quoi. Et mais même dans sa version la plus normée, voilà, c'est très normé. Il y a rien en décalage. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans sa trajectoire à elle a dû trouver sa liberté en mimant un petit peu les normes occidentales. En mimant. Non, elle est toujours sujet. Elle est toujours plutôt objet d'un plus puissant qu'elle. Elle n'est pas sujet, elle agit pas au nom d'elle-même. Elle va pas. Si elle aime la musique occidentale, la culture occidentale, c'est pas parce qu'elle aime. Non, c'est parce qu'elle mime. C'est méprisant ça en fait. Il faut vous le dire comment. On n'a pas le droit d'aimer une culture plus qu'une autre, une civilisation plus qu'une autre, en ayant des arguments solides en plus. La vérité. Faut arrêter. Solide. Écoute mes arguments, puis ferme ta gueule. Les normes du progressisme, et je donne un exemple, si c'est une BD, ça parle de liberté artistique. Dans le film, elle montre le fait qu'elle va aimer les musiques américaines et tout. Mais par exemple, il n'y a rien sur, je sais pas moi, l'art iranien. Un truc tout bête, mais il y a rien sur des arts du Sud. C'est la vie d'une enfant du temps de la Révolution. Comment veux-tu qu'elle voit l'art, puisque le pouvoir de Khomeini est en train de tout détruire, est en train de tout reconstruire, toute une autre identité. Faut pas en vouloir à des enfants qui n'ont pas eu l'occasion de garder un lien fort avec leur identité perse, même si Marjane Satrapi, elle la garde, mais c'est pas ça qu'elle voulait présenter dans son film. Et elle en a fait d'autres, en fait. On en a déjà parlé, mais c'est pas la première qui la salisse après sa mort. Vous vous rendez compte? Elle est morte il y a pas longtemps, et comment on en parle? Raciste, blanchité, mimer les blancs. C'est aucune personnalité en fait. Au lieu de lui rendre hommage peut-être dans 1 an, 2 ans, je sais pas, pourquoi pas. Mais attends, il y a quelques jours en fait. C'est terrible cette gauche, elle est vraiment diabolique. Vraiment diabolique. Je n'arrête pas de le constater. Et je crois qu'il y a plus de retour en arrière en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit s'émanciper uniquement à travers un peu des petits clichés? Porte le voile. Porte le voile, puisque le voile est une émancipation. Le film est très lisible dans le sens où c'est vraiment dans le film, elle montre le fait qu'elle va aimer les musiques américaines et tout. Et par exemple, il n'y a rien sur, je sais pas moi, l'art iranien. Ouais, quelle profondeur. Tout bête, mais il n'y a rien sur des arts du Sud. Pourquoi est-ce qu'on doit s'émanciper uniquement à travers un peu des petits clichés occidentaux? Respecte sa vie. C'est tout ce qu'on te demande. Pourquoi est-ce qu'on doit? C'est ce qu'elle a vécu en fait. Elle a partagé un monde que toi, tu pourras pas faire en fait. Monsieur TikTok veut vérifier que je suis là tapoter. Les gens n'êtes pas nombreux, mais tapoter quand même. Je sais pas qui sont là, mais
Tu vois, c'est insupportable. Voilà, c'est Petite Blanche qui veut donner des leçons à des grandes artistes qui ont produit et des BD et des films. Elle a produit un film, un très bon film sur Marie Curie que j'ai trouvé super intéressant. Ouais, terrible. Voilà, la jalousie. Et là, on va écouter Marjane Satrapi qui répond à Sandrine Rousseau, qui a voulu récupérer le mouvement qui s'est élevé suite à la mort de Massa Amini, morte parce qu'elle n'a pas porté le voile comme il fallait. Voilà. Cette vidéo, Marjane Satrapi. je fais surtout cette vidéo pour remercier Sophia Aram pour la réponse qu'elle a faite à Sandrine Rousseau. Alors, ce message s'adresse à Sandrine Rousseau. Madame Rousseau, donc il y a 2 années de ça, un peu plus, on a fait notre premier rassemblement, place de la République, pour la révolution Femmes, Vie, Liberté. Cette révolution a commencé pour un voile mal porté, et il y a des dizaines de milliers de jeunes filles qui ont été arrêtées, violentées, des dizaines de milliers de gens qui ont été emprisonnés. Vous avez pris la parole, nous étions 6 femmes, et tout le monde vous a hué parce que quelques jours auparavant, vous aviez annoncé le voile et l'embellissement de la femme. Vous êtes allé derrière ça pendant 1 semaine, tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. Nous étions 6 femmes, dont moi-même, la directrice Amnesty International, entre autres. Nous avons toutes applaudi, sauf vous. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Et vous continuez à l'être. Ça, j'adore. Vous faites quand même un truc dans lequel vous comparez. On t'a pas hué parce que t'es une femme, mais c'est parce que t'es con. La situation Simple, basique. De mon pays, qui pour enlever leur voile, elles se font arrêter, elles se font violer, elles se font torturer, elles se font emprisonner pendant des années et des années, qui se font violer et jeter du 10e étage, à la situation de la jeune fille ici en France qui décide de se voiler pour une raison qui m'échappe complètement, parce que je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de d'émancipation, que ça devient réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Donc la première fois, j'ai pas voulu vous répondre, mais ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Merci. Voilà. Elle a tout dit. C'est magnifique. Ferme ta gueule. En fait, cette dame, elle lui a répondu ça il y a quoi? Cette vidéo, elle date d'à peu près 2 ans, je crois. Elle date de Massa Amini, et c'est là où elle a compris qu'avec cette gauche, elle ne pourra pas gagner. Elle pourra pas gagner. Bien sûr qu'avec cette gauche, si tu la suis, tu gagneras des contrats, tu gagneras des vues, tu gagneras des abonnés, mais tu gagneras pas ta conscience. D'accord? Avoir la conscience tranquille. Dire la vérité. Depuis quand le voile est un signe d'émancipation et de liberté? C'est un crachat. Quand je l'entends, je le ressens comme un crachat à la gueule. Calme. Que dire plus que ce qu'on vient d'entendre? Il n'y a rien d'autre à rajouter. La réponse est juste parfaite, juste, pondérée, et les mots ont un sens. Donc, quand quelqu'un est con, il est con. N'essaye pas de, comme disent les Chinois, je crois que c'est un proverbe chinois, il est parti. C'est la chanson de Brassens, quand on est con. On est con. Il est parti en âme, il n'est jamais revenu en cheval. Qu'est-ce que tu veux faire? Et 20 ans qu'on soit grand-père, qu'on soit... Bon, je suis partie sur mes
mon brassénisme. Ah oui, L'injonction c'est au pas mal, dévoilement est le raciste. concombre. T'as vu ce qu'il a répondu, le concombre? Les politiques, pour beaucoup, n'ont pas de face, mais Sandrine Rousseau, c'est la cerise sur le cajot. C'est pas mal. Bien trouvé, bravo. Eh oui. Mais de toutes les façons, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Continuer à les dénoncer, oui, mais tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, ça me choque de voir. Je viens de voir sur X, mais j'ai pas lu. Hein. Juste, j'ai vu une photo de cette dame, je crois que tu as évoqué tout à l'heure, avec son hijab noir et l'écharpe tricolore, mais c'est hyper choquant. C'est-à-dire que la France est en train de rejoindre la Grande-Bretagne. Enfin, du moins, Londres et les environs de Londres. C'est une photo vraiment, comme ils disent, problématique. D'un côté, t'as l'écharpe tricolore, avec toute la symbolique de ce que c'est cette écharpe, et puis t'as la femme qui la porte, qui est toute vêtue de noir, et qui vient en soutien à Bagayoko de Saint-Denis. D'un bourricot, tu ne feras jamais un cheval de course. Oui, ben, tu vois, comme quoi cette expression rejoint le dicton chinois. C'est pas mal. Comme quoi les humains, quand ils pensent, ils produisent des idées sensées. Quelle que soit leur nationalité, leur appartenance ethnique. Soudain? You there? Yep. Si tu veux, on reprend hein, après ce délire hein, des petites merdeuses qui n'ont rien produit de leur vie, qui viennent donner des leçons à des grandes artistes qui ont laissé derrière elles une grande comment on dit, scénographie. Donc, elle mérite même pas de réponse, mais elle mérite quand même qu'on lui rappelle qu'elle est juste con. Voilà. Les manières de compter et de décompter sont pas les mêmes entre les systèmes d'esclavage. Pour la traite transatlantique coloniale, dont le temps le plus important, c'est la même période, hein, 16e, 17e, 18e et 19e, là on a des chiffres beaucoup plus précis, hein, malheureusement des cargaisons humaines. Donc en fait, le 1 million d'un côté d'esclaves chrétiens au Maghreb versus le 2 millions, 3 millions en Europe, il faut être très 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 prudent. Donc dans la carte qu'on montre au début de l'exposition, on est aussi très prudent. Donc il y a beaucoup plus au Maghreb qu'il n'y a en face, puisque en face ils comptabilisent tout et qu'au Maghreb ils comptabilisent rien. Donc le 1 million, il faut le prendre avec les pincettes parce que si ça se trouve, il n'existe pas. Évidemment, on prend ses précautions. On dit que ce sont que des estimations, mais c'est quand même des milliers, voire des centaines de milliers de personnes sur 3 Des siècles. milliers, des centaines de milliers, 1 million. Petite chose. Donc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, la course a aussi concerné... C'est d'une précision, mais incontestable. Qu'est-ce que tu en penses? T'as compris quelque chose Alors, vous avez tous entendu un jour ou l'autre que les Arabes ont inventé les chiffres. Mais qu'en est-il dans la réalité? Voilà un bel exemple, un monsieur qui se dit historien mais qui sait pas compter. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en matière de mathématiques, quand les musulmans ils veulent dire qu'ils sont une religion importante et qu'ils sont 2 milliards sur la planète, alors on va décortiquer ce que veut dire ce 2 milliards. C'est très simple. Voilà comment les musulmans comptent, comme ce monsieur. D'ailleurs, merci à lui d'avoir fait cette démonstration malhonnête. Quand il compte 2 milliards, il faut comprendre que si tu considères qu'il y a un grand nombre de musulmans en Malaisie, en Indonésie
Et puis, on va rajouter tous les 6 pays arabes et on va rajouter tous les pays qui sont occupés par les Arabes aujourd'hui, c'est-à-dire la Syrie, je compte dedans le Liban, l'Irak, hein, ce sont pas des pays arabes, la Syrie, c'est le pays des Syro-Araméens, l'Irak, c'est le pays des Chaldéens, l'Afrique du Nord, on va rajouter l'Afrique du Nord, on va rajouter les pays de l'Afrique de l'Ouest et subsahariens qui sont maintenant en grand nombre de musulmans. À coup de terrorisme, forcément, les gens, ils vont l'Égypte, hein, où les Coptes sur leur terre ancestrale ne peuvent même plus avoir une vie normale, où ils n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens musulmans sunnites. Donc, 2 milliards, ça veut dire que quand l'islam y compte, il va compter toutes les populations de ces pays que j'ai cités, c'est-à-dire y compris les chrétiens, les athées et ceux qui ont d'autres religions. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est pour ça que tous les jours ça monte. Ils ont un problème avec les chiffres. Et pourtant, ils prétendent qu'ils ont inventé les chiffres. C'est extraordinaire. C'est simple. Si l'islam ne mentait pas, eh ben, il se range dans une boîte et on n'en parle plus. Une boîte qu'on placerait sur un rayon des antiquités, et on n'en parle plus. Mais le problème, c'est que il est très, 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 très volubile. Que faire? Juste leur répondre avec leurs propres bêtises. Donc, sur ce monsieur-là, il nous a fait une démonstration magnifique sur les mathématiques, comment il compte les esclaves, comment il a tout tordu. Il a tordu le cou à l'histoire. Exposition. Beaucoup, on dit peut-être 1 100 000. J'ai entendu, ou milliers, quelques milliers, quelques centaines de milliers, je sais pas. Mais voilà. Mais ça vient contredire des études reconnues. C'est comme Allah. Vous avez déjà entendu parler d'un Dieu qui parle avec des peut-être. C'est lui qui crée l'univers et qui te parle avec des peut-être. Ah ça. ربما. Maybe. Peut-être que oui, peut-être que Yes, non. no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? C'est seulement ceux qui ont la rêve. Ah, moi je l'ai pas, mais la phrase elle est marrante. C'est qui a écrit? Malcolm. Ah, ok. La série, non, je suis devenue Ah oui, fan. la série. Ah ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas Je sais pas regardé. si je fais bien, mais je la regarde avec mon fils. Je sais pas si c'est bien. Il C'est accessible pour les enfants. C'est accessible pour les enfants, non? Oui. Non, mais on l'adore. 2 milliards, il compte les planctons. Ben dis donc, le concombre est très très inspiré, hein, ça y va. Les planctons et les planctons convertis, ouais, les planctons. Il n'y a pas tellement de conversion. Parce que ça aussi, c'est un mensonge qui est distillé par les Dawa Boys. Les convertis, c'est simple. C'est une histoire de huc. Un mec rencontre une nana. La nana, elle va lui mettre la pression. Comme je suis musulmane, Akhi Fiddin, mon frère en religion, il faut que tu deviennes comme moi. Il faut que tu deviennes un musulman. Muslimoun, et vice versa. Pour l'homme, il va. De toute façon, c'est clair. Le prophète de l'islam, il a expliqué en long et en large. De toute façon, ça fait partie de la guerre de l'islam. C'est si tu te maries avec bon, déjà en principe, la femme, elle a pas le droit. Mais l'homme, s'il se marie avec une non-musulmane, une kafira, le but c'est de la convertir. C'est très simple.
Donc oui, voilà, ils peuvent rajouter ça aussi pour donner cette impression de chiffres incroyables. Alors que si tu comptes, par exemple, tu regardes rien que l'Afrique du Nord, la plupart des gens qui ne croient pas, mais qui font semblant de croire. Regardez la démonstration avec l'Iran. L'Iran, la majorité des Iraniens, ils ne croient pas en l'islam. Et c'est pour ça que les mollahs, pour détruire les Iraniens, ils vont faire appel à des sunnites des pays voisins, comme la ville de Qom en Irak, qui est occupée par les chiites, mais bon, avant c'était majoritairement sunnite, maintenant c'est en train d'aller vers le chiisme. Donc tous ces chiffres sont faux, tous les chiffres que te donnera un musulman, c'est forcément des chiffres faux. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas la vérité historique, ce qui l'intéresse, c'est comment redorer le blason de la Oumma. C'est tout. Donc il va t'inventer des chiffres, 2 milliards. Il n'y a pas de 2 milliards. Tous les pays occupés par l'islam, il y a des gens qui ne croient pas et il y a des chrétiens, très peu de juifs, mais qui sont cachés. Donc eux, quand ils font leur recensement, ils partent du principe, comme ce sont des théocraties, tout le monde est musulman. Voilà. Voilà comment on arrive à 2 milliards. Mais personne n'a fait un travail là-dessus. Pourquoi, par exemple, des historiens comme ceux à Nadine ou LD ne fait pas un travail là-dessus? Voilà un sujet intéressant aussi. Vous êtes combien, au fait? Oui, j'avais compris que c'était Plancton. Ma chère Touda, I think that I'm gonna go to take a rest. Ok, thank you. Je sens que le marchand de sable, Ah, bah, il je est te pas laisse loin. l'accueillir. Et Ta-ta-ta, bon, bah, en tout cas, on a eu plusieurs exemples, plusieurs démonstrations de du danger de cette idéologie, de son absurdité, mais de son danger en même temps. Exactement. Sur ce, bah, je vous dis bonne nuit à tous et à la prochaine pour un autre sujet ou sur le même s'il y a d'autres du nouveau sur le sujet. Et Merci. si je vous rappelle l'expo en question, esclaves en Méditerranée, elle est en cours, enfin elle est gratuite, entrée gratuite, et c'est à Lima, à l'Institut du monde arabe. Voilà. Et merci KNB, merci Merci Touda, le concombre et ceux qui étaient là aussi. Merci le concombre, merci à tous. Je vais le rediffuser sur ma chaîne YouTube, Touda n'a pas tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À bientôt. C'est le même groupe, ils œuvrent dans la même direction, c'est-à-dire l'ONU, UNICEF, toutes ces institutions. Et les Oui, frères ça te cite musulmans. l'ONU. Alors que tu sais que Oui, mais l'ONU, c'est ça, présidé... on travaille ensemble. Je crois que l'ONU, ça va me convaincre. Alors que je sais qu'ils ont mis l'Iran et l'Arabie Saoudite comme président de la Commission des droits des femmes. Mais c'est niet. Ils ne sont pas du tout crédibles. Ils ont comparé la France à l'Iran. Ils sont pas crédibles, Guterres. J'ai un enregistrement de lui. Il y a des pays comme l'Iran, il y a des pays comme la France, il a dit. Je te rends compte? Mais ce sont des personnes qui sont tellement corrompues que de toute façon, dire de telles phrases, le but initial, c'est de choquer. Et puis faire passer, finir par faire accepter à la masse
des choses qui sont pas acceptables, ni sur un plan moral, ni sur un plan éthique. Hein. Mais comme on s'adresse à un public en Occident qui a perdu toute relation avec son histoire, toute relation avec tout ce qui a construit son histoire et son pays, et bien voilà, ce sont des proies tellement aisées et le laboratoire, il devient tous les jours un peu plus gigantesque où on expérimente tout ça et ça continuera tant que personne ne dit rien, personne ne prend conscience. Tu sais, quand on est manipulé, on se rend pas compte tout de suite qu'on est manipulé. Ça met un certain temps. Alors, ça peut même faire des années. Attends, juste petite parenthèse, je l'ai vu tout à l'heure, sinon je vais l'oublier. Cette élue, donc elle porte comment on appelle l'écharpe tricolore des élus, quoi. Donc elle porte un micro, elle est face caméra, et elle se plaint de ne pas avoir la parole. Écoute-la, c'est incroyable ces gens. C'est-à-dire c'est sans fin. Bien sûr, elle vient soutenir Bali Bagayoko, ok. Elle porte le voile tout noir avec l'écharpe tricolore. Attends. C'est aucun respect pour Marianne. Là, j'ai fait une petite parenthèse. Attends, c'est pas la femme qui est au conseil municipal de Ivry-sur-Seine? Pas la femme noire Il n'y a pas que sénégalaise. elle est, alors, Saint-Denis 93, Fatna Belbachir, adjointe au maire du Blanc-Ménil, oui, 9-3, chargée de l'écologie et de l'environnement, ou l'Alliance Islamo-Écologie. Les frères musulmans qui font dans l'écologie. Toutes les portes à Fatima défoncer. Wassak, elle présentait pas un projet colonialiste comme étant écologique. Oui, c'est ça. Elle dit pas que c'est colonialiste, mais elle dit que c'est écolo. Toutes les portes à défoncer sont acceptables par les islamistes, les frères musulmans, l'islam, tout court. Parce que en arabe, il n'y a pas 36 000 mots. Il y a le mot islam. Tout le reste, c'est du baratin. Baratin qu'on sert aux occidentaux. Ah oui. Non, mais c'est ça. L'écologie. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien?